Bonjour et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo, et aujourd'hui on accueille Erwan Ingres, je prononce juste. Ouais, c'est ça. Erwan Ingres qui va nous parler de son segment pour les lettres de l'angoisse, segment qui avait la lettre N pour numérique. Tout à fait. Moi, la première question que je pose à tout le monde, c'est au moment où tu as reçu cette lettre, c'était quoi ton chemin de réflexion qui t'a amené jusqu'au concept final de ton film et à son titre? Bonne question. À la base, moi, je suis parti forcément de la lettre et j'ai brainstormé sur tous les mots qui commençaient par la lettre N, donc j'ai eu tout plein d'idées où je me disais, ok, il y a un film d'horreur derrière, on peut tenter et tout. J'ai écrit plusieurs scénarios qui avaient rien à voir. J'ai écrit un truc qui s'appelait Nuée avec d'abord c'était avec des nuées de rats et puis avec des nuées de chauves-souris. Mais en fait, le budget de fou furieux pour faire ce genre de truc, et du coup ça m'a ramené une envie de faire quelque chose justement très restreint, et je me suis dit non, en fait j'ai pas envie j'ai eu une mauvaise expérience la dernière fois que j'ai fait un film avec beaucoup de budget parce que le scénario était pas assez travaillé. Je veux me prouver que je sais faire des dialogues, je veux me prouver que je sais faire quelque chose avec peu. Donc essayons vraiment de restreindre le plus possible avec ce que j'ai, de faire un film avec ce que j'ai, et en cherchant, c'était donc en 2023, il y avait ChatGPT qui avait fait beaucoup de bruit et tout, et je me suis posé cette question de il faudrait quoi pour que l'IA devienne un danger vraiment, et qu'on mette un stop un petit peu, tu vois, aux assistants virtuels et aux trucs qui vont petit à petit avoir de plus en plus de contrôle. Et je me suis imaginé ce personnage qui aurait développé une IA et qui veut prouver qu'elle est dangereuse, et pour ça il n'a pas d'autre choix que, sans faire de mal à d'autres gens, il doit se sacrifier lui, et donc c'est comme ça que j'ai écrit ce court-métrage, numérique pour le thème, enfin pour l'enjeu, mais bon, c'est pas un titre hyper recherché ou hyper poétique, mais voilà, le concept en tout cas m'intéressait, de se dire ok, ça va être un huis clos, je vais pouvoir faire tout seul avec ce que j'ai chez moi, et on va essayer d'explorer ce truc de ok, comment est-ce que on fait une sorte de test de Turing, mais un peu badant, un peu oppressant, quoi. Ouais, puis en partant justement sur quelque chose d'un peu plus, comme tu dis, minimaliste, en resserrant vraiment le cadre sur un seul sujet, et tout ça, ça permet d'explorer quand même pas mal cette thématique. Comme tu dis, l'IA qui, depuis 2023, ouais, les IA génératives particulièrement, ça prend beaucoup le pas, et ça amène plein d'angoisse. Surtout pour les artistes, ouais. Surtout pour les créateurs, quoi. Il y a beaucoup de questions de est-ce qu'on sera obsolète un jour et tout. Bon, j'ai du mal à y croire, et en même temps, parfois tu te dis mais peut-être, en fait, peut-être que ce sera plus facile demain de commander ton propre film sur mesure que de faire appel à des... Mais du coup, forcément, je me suis... Voilà, cette mort de l'artiste par l'IA, je me suis dit, ok, comment est-ce que... en tout cas, une fois que j'avais écrit le film, je me suis dit, c'est marrant, ça parle un peu de ça, mais c'était après coup, tu vois. Et au début, c'était juste, ok, comment je fais un film où vraiment, genre, limite, j'ai pas besoin presque d'acteurs, comment est-ce que on peut avoir une intrigue d'un mec tout seul chez lui, tu vois. Et donc, il fallait qu'il y ait une menace qui vienne de l'extérieur, et je sais pas, les IA mélangées avec tout ça. Tu parles d'une menace qui vient de l'extérieur, mais la menace, elle vient presque aussi de l'intérieur. Enfin, même chez toi, on voit que le gars, il est pas serein. Complètement. En fait, moi, après, je me suis posé beaucoup de questions à l'écriture sur comment est-ce que ce personnage aurait réfléchi pour monter son coup, et c'est là que c'est devenu vraiment fun, parce que je suis parti à l'écriture, je suis parti loin sur ok, donc il aurait piégé la porte, il aurait moi j'avais écrit plein de trucs du genre, il a bouché les aérations pour pas qu'on puisse le gazer hors de son appart, et en fait à partir du moment où je réfléchissais à comment l'IA peut essayer de l'atteindre, il y avait plein de méthodes qu'elle pouvait utiliser. Elle pouvait empoisonner l'eau de l'immeuble. J'avais une fin où c'était tout l'immeuble est empoisonné à cause de lui, tu vois, mais comment tu fais comprendre ça sans sortir de l'appart, c'est compliqué, ou sans faire un flash news, ou tu vois, un truc un peu donc fallait quand même un payoff qui soit dans l'appart et qui soit directement lié à lui, et de toutes les manières qu'elle avait de l'atteindre, il y avait ce truc le plus intéressant, c'était l'usurpation d'identité, quoi. Donc puisque c'est un truc qui aujourd'hui est utilisé pour des arnaques où tu peux recevoir un appel où t'as l'impression que c'est quelqu'un que tu connais, ou tu vois, là on a eu l'histoire de Brad Pitt là récemment avec
Donc aujourd'hui, l'usurpation d'identité, c'est un vrai truc de l'IA et tout, et je trouvais ça encore plus intéressant parce que d'un coup, je pouvais aussi travailler une relation personnelle avec lui, où je me dis, ok, en fait, il a tout prévu pour essayer de contrer cette IA, même si c'est un petit peu que le end goal, c'est qu'il meurt puisqu'il veut prouver qu'elle est dangereuse. Mais bon, il va pas se laisser partir sans résister. Sauf que il a pas vraiment eu l'accord de sa famille entre guillemets, tu vois, genre il y a ce truc d'un coup ça devient une scène aussi où il doit dire au revoir à sa mère, mais il sait même pas si c'est sa mère ou pas. Tu as très bien retranscrit ça avec, on a différents points de vue, on a des points de vue assez zénithaux justement avec un changement de format. Du coup, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il y a des caméras de surveillance chez lui? Du coup, s'il y a des caméras de surveillance chez lui, est-ce qu'elles sont aussi manipulées par l'IA? Il y a aussi cette question qui vient, je trouve. Moi, je pense que j'ai un peu raté un truc en post-prod sur effectivement bien faire comprendre que c'était des caméras de surveillance. Pourtant je crois me souvenir que j'avais travaillé un layout, tu sais, avec la date et tout, je sais pas quelle version j'ai envoyé à Anthony. mais oui, il y avait cette idée d'avoir des caméras de surveillance chez lui. J'aurais peut-être dû faire des plans qui montrent les caméras de surveillance pour qu'on comprenne plus facilement. Et tu vois, c'était un des plus gros challenges, je trouve, de mon truc. C'était comment est-ce qu'on comprend tout bien, comment est-ce qu'on on capte toutes ses intentions et tout. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui sont un peu flous, il y a des trucs et c'était vraiment le challenge. J'ai fait lire le scénario à beaucoup de gens autour de moi pour leur demander qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'il essaye de faire le gars, etc. Mais effectivement, les caméras de surveillance, le but c'était que lui il enregistre tout, toute l'expérience pour avoir des preuves à envoyer à la presse, etc. Et il le dit à un moment. Mais comme tu dis, il a pas confiance. Enfin, forcément, les caméras, s'il veut que tout soit envoyé à la presse, c'est-à-dire qu'elles sont connectées à un serveur. Donc, forcément, l'IA peut y accéder. Donc, il y a aussi ce truc du carnet où il y a la trace analogue que l'IA peut pas falsifier pour le coup. Tu parlais justement du fait que tu as tout tourné tout seul, et c'est vrai que du coup tu as fait quelque chose de très minimaliste, très simple, mais en fait j'ai dit simple, mais c'est pas le bon terme, parce que mine de rien, se diriger soi-même, faire le cadre soi-même, etc., c'est quand même assez compliqué. Et toi du coup, comment t'as géré tout ça? Beaucoup de syndrome de l'imposteur et beaucoup de désespoir. Parce que il y a un moment où quand t'es à la 15e prise et que tu dis allez, là tu refais juste parce que tu ne t'aimes pas parce que c'est pas bon, et genre il y a un moment où tu te dis allez, c'est bon, ça passe, genre j'espère que j'en trouverai une bonne, et puis il faut avancer. Et puis au final ça m'a quand même pris 3 jours de tournage, et du coup ouais, parce que t'as ce truc de t'installes le plan, donc tu fais des allers-retours entre la caméra et ta marque à toi, tu fais le point, tu fais un test pour voir s'il y a bien le point, puis tu mets la lumière et tout, et après il y a le jeu, tu vois. Et l'avantage c'est que tu peux jouer exactement comme tu l'avais écrit, comme tu l'avais pensé quand tu l'as écrit. Mais est-ce que c'est un vrai avantage? Parce que parfois il y a des bonnes surprises en tournage quand t'as un comédien qui te propose quelque chose que t'avais pas prévu. Il y a un aller-retour qui est intéressant, il y a une réflexion qui est ensemble qui fait que tu vas plus loin. Alors que là t'es tout seul et tu peux pas trop remettre en question la réplique, et à force de répéter la même réplique, t'as l'impression, tu sais, que le mot ne veut plus rien dire dedans, ou enfin que ça se dit pas comme ça, que c'est pas normal de le dire comme ça. Pour la voix de la mère que j'avais pas encore faite enregistrer par la comédienne, parce que j'avais plus peur de mon jeu que du jeu d'une voix off, tu vois, qu'on pouvait refaire et refaire. Du coup, j'ai fait une première version de la voix de la mère de l'autre côté de la porte avec ma voix, quoi. Donc je réagissais. Alors il y avait certaines répliques où je réagissais à un enregistrement de moi, et d'autres répliques où vraiment juste je calculais dans ma tête, et il y avait personne en face et je devais et donc ça se sent un peu parfois que c'est un peu la réaction est un peu chelou et tout, mais voilà, il y a ce truc parfois où genre je réagis à rien, quoi. Je dois jouer avec rien en face alors que je suis pas du tout comédien, donc compliqué mais intéressant. Et en vrai j'ai kiffé le challenge, tu vois. Genre je pense que c'est là où je suis vraiment content d'avoir fait ce choix de tester un truc avec le minimum, enfin avec ce que j'avais, quoi. C'est que ça y est, je l'ai fait, et en vrai je suis quand même un petit peu content d'avoir creusé une petite histoire sympa. T'as plus ou moins répondu à une des questions que je voulais te poser maintenant, qui était comment est-ce qu'on interagit avec une porte pendant 5 minutes, parce que c'est quand même compliqué justement. Mais du coup, comment tu te sentais au moment du tournage quand tu devais faire tes répliques et t'avais juste une porte et personne de l'autre côté de la porte?
Ah, tu finis par avoir une affection particulière avec les portes. Non, ouais, de toute façon, c'est mécanique, un tournage, et je vois de plus en plus d'interviews de grands comédiens qui parlent de ça, de ce truc de... Parfois, tu perds tout sens de ce que t'es en train de faire, tellement juste t'es dans la répétition de la même réplique, de la même intention. Donc... c'était pas si différent de parler, d'interagir avec une porte que de jouer n'importe quel autre moment en fait du court métrage, parce que t'as ce truc de tu te regardes beaucoup et juste dès que tu sens que là c'est pas bon, tu reprends, et donc t'es vraiment dans un truc de répétition. Au final, c'est pas très différent de tourner une vidéo YouTube aussi, où parfois je répète 15 fois le même paragraphe jusqu'à ce que j'ai la bonne intention. Donc non, la porte c'était pas très très différent. Bah voilà, comme je te disais, j'ai eu ce truc un petit peu où c'est dans la rythmique que ça peut être dur, parce que tu sais pas exactement quel timing il va falloir à la réplique du personnage en face pour que ça soit émotionnellement réussi, entre guillemets, ou crédible. Et du coup, t'es là à timer dans ta tête la réponse, tu joues un double jeu, tu vois. Tu essaies de jouer la réplique de l'autre dans ta tête pour y réagir, pour essayer de la couper juste au bon moment, ou alors d'avoir le bon temps d'attente juste après, ou enfin... Donc un peu galère, mais et après je savais aussi qu'au montage j'avais des options, parce que j'avais plusieurs plans, j'avais un plan serré, un plan un peu plus large, un plan de la porte, donc je savais que au pire le timing je pouvais un petit peu le revoir sur certaines répliques. Il y avait certaines répliques où je savais que je voulais ma réplique, puis la réplique off, puis ma réplique dans le même plan, et là sur ces plans là il a fallu vraiment que je fasse beaucoup de répétitions pour être sûr d'avoir un timing crédible, quoi. Une question un peu plus philosophico-technique. T'as de l'espoir pour l'IA ou bien? Il y a un truc en particulier que tu veux dire par cette question, ou... Comment tu vois l'évolution de l'IA d'un point de vue, parce que l'IA générative, d'un point de vue justement des artistes? Est-ce qu'on va réussir à réglementer tout ça pour que ça reste un outil qui peut aider et pas qui remplace? Bah alors, la réglementation c'est une chose, et en vrai je pense que ça va être une des choses principales quand on voit, tu vois, les grèves des scénaristes à Hollywood, dont un des sujets est quand même l'utilisation de l'IA à l'écriture. Quand tu vois que pareil, je pense qu'il y a des comédiens qui vont un peu lutter aussi pour pas trop qu'on utilise leur image n'importe comment et tout. Je pense qu'il y a une part de réglementation qui va permettre de freiner ce truc-là. Mais il y a un moment donné où il y a tout un tas de comédiens qui vont être d'accord pour qu'on utilise leur image. Il va y avoir, tu vois, tout un tas il va y avoir un marché. Il va y avoir un marché de produits faits par IA, je pense. Maintenant, pour pas que ça remplace l'artiste, déjà il y a la question, est-ce que ça sera... Il y a la question de est-ce qu'on arrivera à faire une IA qui soit aussi sensible, entre guillemets, tu vois, qu'un humain. Donc ça, c'est toujours la question du test de Turing et de l'IA, je sais pas comment on dit, l'IA parfaite, ou enfin d'avoir ce truc de est-ce que t'as l'impression d'avoir un humain en face, tu vois. Parce que les œuvres que vont créer l'IA seront pas inspirées d'un vécu, mais juste d'un ensemble de tout plein de trucs. Là où les œuvres qui nous touchent, parfois on sait même pas trop pourquoi ça nous touche, et ça vient et il y a des détails dedans qu'on se dit mais est-ce que ça existe dans la vraie vie, ce truc là, tu vois, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un, parce que ça pourrait arriver, et genre j'aurais jamais imaginé, et puis ça me touche, tu vois, et t'as ce truc là qui vient vraiment de l'expérience humaine, je pense, qui sera difficile pour l'IA à atteindre, et si jamais c'est atteint, il y a aussi la question de quelle valeur ça a, tant que tu sais que c'est fait par une IA. En tout cas, merci beaucoup pour cette réponse, et je suis désolé de te poser une question aussi complexe à 10h du mat. T'as raison de la poser, j'ai beaucoup pensé, et je pense qu'on continue d'y penser et tout, mais c'est intéressant, et en même temps c'est vertigineux. Actuel, je me dis toujours, il y a des œuvres et des films qui m'ont tellement touché, et je sais qu'elles me touchent aussi parce que derrière il y a des êtres humains qui ont eu un vécu qui a fait qu'ils ont conçu cette œuvre à un instant T, et je me dis, mais si quelqu'un peut me toucher à ce point-là, alors que je ne connais même pas la personne, à travers son œuvre, voilà, pour le moment je reste sur cet avis-là de, tant que je suis atteint émotionnellement par une œuvre, et il faut que je sache qu'il y a quelqu'un derrière. Ouais, je suis complètement d'accord. Alors, en plus de ça, t'as le truc de aujourd'hui, on voit très bien ce qui est fait par IA, enfin genre, c'est bizarre encore, il y a un truc encore un peu bizarre
les contenus gérés par IA, mais après chacun a sa façon d'aimer le cinéma et tout, mais moi par exemple, si je vois un film d'action où il y a des cascades de ouf, je me dis, ah putain, mais c'est... comment ils ont fait ça, tu vois, genre où est la limite entre la cascade et le fond vert, tu vois, et c'est où est-ce que ça s'est fait en CG, est-ce que ça s'est fait en mais il y a un truc un peu de kiff de regarder un film pour me demander putain comment ils ont fait ça, mais même un film d'animation en film d'animation je me dis ah putain ok donc là le background il est animé différemment que le sujet, et puis c'est éclairé, enfin c'est pas éclairé de la même façon. En fait, bon, et ça c'est peut-être parce que moi je cherche à faire des films et du coup je décortique à ce point-là je décortique à ce point-là, pas toujours, mais parfois je me pose ces questions-là en regardant un film. C'est des questions que d'un coup tu te poses plus du tout si tu regardes un film par IA. Et je pense qu'il y a des gens qui, tu vois, il y a des gens qui regardent des séries sans trop les regarder. Pour eux, voilà, le contenu généré par IA, je pense que ça sera pas très différent. Donc je peux comprendre qu'il y a un marché, qu'il y a un public pour ça et tout. Moi, ça me parlera pas. Donc je suis avec toi. Bon, je te ramène sur ton segment, je t'ai fait partir très très loin. Mais c'est bien, c'est un point de départ et on explore. C'est ça. Est-ce que justement on parlait des galères de tournage à faire tout seul, toi dans ta chambre, etc. Mine de rien, à la fin, tu fais quand même une très belle chute quand tu te prends la balle. On se rend pas compte, mais des fois c'est compliqué de faire une belle chute. Et je trouve que la tienne va très bien. Ça va, tu t'es pas fait mal en tombant? Non, je me suis pas fait mal, je l'ai fait plusieurs fois. Non, j'ai mis des coussins et tout. C'est caché par le lit, heureusement. Mais effectivement, c'était une vraie question. À la base, je voulais faire encore plus spectaculaire, dans le sens où j'arrachais la tringle de rideau en tombant. Genre, j'essayais de me rattraper et tout tombait, tu vois. Mais en fait, trop galère. Même pour la tringle, j'avais peur pour le mur et tout. Je pouvais pas défoncer mon appart non plus. Mais du coup, non, celle-là, je l'ai faite plusieurs fois. Il y en avait des un peu plus ratés quand même. Ouais, non, celle-là, j'étais content. Je me suis pas fait mal, j'avais des coussins. C'était dangereux parce que j'étais pas loin du lit. Ma tête aurait pu taper le lit. Mais non, tout s'est bien passé. J'étais content du résultat, donc trop cool si ça plaît. Ça t'a fait quoi de montrer ton court-métrage au public et d'avoir les réactions en direct dans la salle? Ah bah l'angoisse. Ouais. L'angoisse. Bah j'ai bien vécu le film du coup, j'ai vu que c'était le thème. Mais ouais non, beaucoup d'anticipation. Tu vois les lettres défiler et tu te dis putain on approche. Et quand c'est la tienne, t'es en mode ok c'est parti. Et je sais pas si je crois que je regardais comme ça quoi. Et en fait c'était marrant parce que je l'avais pas re-regardé depuis un moment. Ça faisait déjà un moment qu'il était sorti. Ouais, ça fait plus d'un an que je l'ai pas regardé quoi. Et donc je le redécouvrais tout en le connaissant par cœur. Tu vois ce truc où tu l'as déjà regardé un millier de fois quand tu le faisais. Et en même temps tu te souvenais plus trop tu te souvenais plus trop et en même temps tu connais la réplique par cœur quand elle commence, tu dis ah putain c'est vrai ça. Voilà, après c'est pas le genre de court-métrage qui génère beaucoup de réactions. Enfin t'entends pas voilà, c'est pas comme si d'un coup t'allais faire sursauter ou comme si t'allais faire rire, donc pas de réaction. Donc c'est encore pire, t'étais là tu sais vraiment pas ce que les gens pensent. Vraiment l'angoisse jusqu'au bout. Mais une fois que c'est passé, c'est passé. Il y a toujours cette part de moi qui vient tu sais, qui est consciente de ce syndrome de l'imposteur et qui te dit non mais vas-y calme-toi, c'est bon, c'est fait, c'est bien, t'as fait un truc, c'est bien, faut faire des trucs, tu vois. Et ça c'est un très beau résumé, il faut faire des trucs, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est ça, même si t'es pas forcément fier de ce que t'as fait, faut être fier d'avoir fait quelque chose quoi. Enfin, je pense qu'il faut s'encourager à continuer, tu vois, de créer. Donc après voilà, bon, t'as des retours. Les gens en face sont toujours bienveillants, je pense. T'as pas quelqu'un qui va venir et te rentrer dedans et te dire c'était peut-être pas mal, mais peut-être ce truc-là, tu vois. Genre, et j'aurais tellement aimé ça, j'aurais tellement avoir cette vraie discussion de qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui allait pas, tu vois, qu'est-ce que vous avez mal compris, qu'est-ce qui était flou, à quel moment est-ce qu'il y avait un dialogue dans lequel vous croyiez pas. Parce que c'était toute ma discussion pendant toute la création, tout le processus de création. J'arrêtais pas de demander aux gens autour de moi est-ce que là on y croit, est-ce que ça fait trop expliquer, est-ce que ça c'est bon, tu vois. Et du coup bon bah voilà, t'as les gens qui te disent super et tout, et merci c'est gentil, mais d'un autre côté tu sais je crois que c'est le moment où t'es le plus lucide sur ce que t'as fait. Et genre je suis d'accord, je suis comme toi, je déteste ça
et d'un autre côté, genre j'ai jamais autant, enfin quand t'es tout seul chez toi, t'es en ça passe, ah non ça je déteste, et tu focuses sur un détail un peu nul, enfin tu vas avoir les deux extrêmes, alors que quand t'es avec des gens, d'un coup tu te dis ah non ok c'est ça qui allait pas, ou alors ça c'est pas clair, tu vois. Enfin je trouve que t'as un regard tu te projettes vraiment dans le regard des autres quand t'es avec les autres. Enfin voilà, mais c'est très désagréable. Oui. Et justement, on parlait des autres segments. Toi, est-ce qu'il y en a d'autres que t'as beaucoup aimé ou que t'as envie de mettre en avant dans les deux? Ouais, j'ai beaucoup aimé celui de la Chimérathèque, Goldé, Galaxy Goldé, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, l'image était folle. Il y en a un qui m'a bien tendu, qui m'a vraiment mis mal à l'aise, et genre c'était vraiment pour moi l'incarnation de l'angoisse, c'était l'âme de fond. L'âme de fond de Félix, ouais. Et sans dialogue et tout, enfin sans dialogue presque, parce qu'au tout début il y a une réplique ou deux, mais après c'est que de la sensation et que de l'anticipation, et je trouve ça très fort parce que genre il y a rien qui se passe de fou à l'écran et pourtant t'es comme ça, non et tout. Donc incroyable. Et j'ai aussi beaucoup aimé What, donc le truc sur les éclairs là. J'ai trouvé le scénario très touchant, je l'ai trouvé très bien réalisé et bien joué. Et un autre où les acteurs étaient très très forts, c'était Ordure, je crois. Oui, Ordure, de Kino Anatomy, ouais, excellent Ordure, j'ai adoré aussi. Donc voilà, ceux-là. Et puis après, bon, ça, c'est un pote, je suis biaisé, mais celui de Valentin Belleville, c'était tournage, je crois. C'est tournage, exactement. Ouais, mais lui, il a... quand ça a commencé son film, genre, bon, c'est pas la même... S'il y a une pub au milieu du film, genre, c'est pas la même petite valeur de production. D'un coup, t'as des drones, je sais plus dans quel pays il était, mais très... des forêts, je sais pas si c'est en Thaïlande ou au Vietnam ou un truc comme ça. Il me semble, parce que j'ai eu le temps d'interviewer entre temps, là c'est pas encore sorti au moment où on fait cette interview, il me semble qu'il était aux Canaries, si je me trompe pas. Je Canaries, vais pas dire de bêtises. C'est n'importe quoi alors. mais ouais, il m'avait prévenu qu'il avait il en avait profité d'être sur le making of d'un autre tournage pour faire le sien. Enfin, je sais pas ce qu'il a raconté dans son interview, peut-être. C'est exactement ça, tout à fait. Il faisait un making of et puis il a reçu la proposition et puis il s'est dit j'ai encore 5 jours devant moi pour faire de ce making of, on va profiter du décor. Et puis c'est vrai que quand t'arrives là au milieu, d'un côté, waouh, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe? La valeur de production sort de tout ce qui était déjà Galaxy Goldé était aussi très high level en termes d'image, de qualité et tout, mais là d'un coup t'as aussi le décor, enfin d'un coup t'as aussi le fait que le mec est parti dans un autre pays pour tourner et tout, donc tu te dis ouais, un truc de ouf. Et en plus c'était hyper réussi sur moi c'est un des court-métrage qui m'a vraiment le plus fait sursauter efficacement quand il y a le jumpscare, et même il y a aussi un truc qui... C'est marrant parce que tu rassembles tout plein de vidéastes, cinéastes qui ont fait un film pour regarder des films, et d'un coup t'as un truc un peu méta de maintenant on va vous montrer ce qu'on ressent quand on fait un film, tu vois, et cette petite folie dans laquelle tu t'embarques quand t'es sur un tournage, et donc avoir ce sentiment tu comprends très bien le sentiment sans avoir aucun dialogue et tout, mais tu vois très bien ce qu'il essaie de représenter, et c'est du coup ça te parle, tu vois, personnellement. Et moi je suis allé voir un petit peu ta chaîne YouTube alors que je connaissais déjà. Alors je fais partie malheureusement de la majorité silencieuse, je suis désolé. Mais je veux dire, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et je suis toujours très impressionné par ta capacité d'analyse et de décryptage. Là justement dernièrement, t'as sorti la vidéo sur l'évolution des personnages d'Arcane. Et c'était tellement de choses que j'avais ressenti sans avoir réussi à mettre des mots dessus, sur toutes ces dualités qui évoluent en parallèle, etc. Et j'ai vu que tu t'étais fait un magnifique mur de post-it. Et il est encore là, je l'ai pas encore là. J'ai pas le cœur de... J'ai passé plusieurs jours, donc ça me fait chier de perdre... et j'arrive pas à avoir une photo qui garde bien... Enfin, où c'est lisible, tu vois, donc... Mais il va falloir que j'enlève. À travers ta chaîne YouTube, c'est quoi que tu essayes de transmettre en fait au final? C'est une bonne question. Je crois que avant d'essayer de transmettre, j'essaie d'apprendre. J'essaie d'écrire. Enfin, j'écris à côté mes propres scénarios. Et il y a ce truc de, j'arrive pas encore à, tu vois, à écrire des histoires qui sont aussi grandes que celles que j'admire.
Et donc forcément, je me demande, mais attends, mais comment c'est fait? Comment est-ce qu'ils arrivent à me faire ressentir autant de trucs? Et donc au début, j'avais commencé à analyser un peu les films que je voyais plus sous le filtre un peu philosophique ou psychologique. Et en fait, à force, je me rendais compte que ça m'aidait pas du tout pour écrire. Et donc je me suis dit, ok, maintenant, concentre-toi sur qu'est-ce qui va t'aider à écrire, justement. Donc comment c'est construit? Comment est-ce qu'un personnage, tu peux le déconstruire, et pour savoir toi comment réutiliser une recette, tu vois, et avec tes propres ingrédients. Et donc c'est ça que j'essaie de faire, et de le reformuler de façon à ce que ce soit digeste plus ou moins. Et donc après il y a aussi la question d'en faire un métier. Alors forcément, moi, YouTube, j'ai toujours rêvé d'être actif sur YouTube depuis, je sais pas, depuis que j'ai 15 ans. Et forcément, j'ai toujours donc cherché, tu vois, le truc que j'aimerais faire vraiment à répétition. Et là, d'un coup, je trouve ce truc qui m'aide, moi, à avancer, et en plus, qui plaît aux gens. Mais t'as aussi la question de quel film tu vas décortiquer, ça va amener plus ou moins de monde. Et donc, il y a aussi... il y a cette dualité entre ce que j'ai vraiment envie d'étudier et ce qui va faire que je peux vivre aussi de mon activité, tu vois, tout en écrivant à côté. Puis en termes de régularité, mine de rien, c'est assez impressionnant parce que tu fais en tout cas une vidéo par mois, j'ai l'impression, voire des fois 2, si je ne me trompe pas. Ouais, rarement, mais... Ouais, mais je vois que ça arrive quand même de temps en temps, ouais, et puis justement, je suis impressionné, parce que c'est très qualitatif d'un point de vue... du texte et même du montage, et lui dit comment est-ce que tu t'auto-disciplines pour réussir à continuer à faire des vidéos aussi régulièrement? Ceux qui me connaissent vraiment savent que je me discipline pas. Je passe beaucoup de temps avant d'écrire, je passe beaucoup de temps à je sais pas si c'est de la procrastination ou de l'exploration, mais enfin un mélange des deux. À pas savoir ce que je vais faire, en fait, à pas savoir encore trop sur quoi je vais m'obstiner. Et puis quand je trouve un sujet où je me dis ça va être ça, je crois. Là, je commence à écrire, mais pareil, de façon pas très efficace souvent. Jusqu'au moment où la deadline approche et que ça fait trop longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, et ou alors que le sponsor attend une sortie de vidéo, tu vois. Et dans ce cas là, d'un coup, je sais qu'il me reste plus que 2 semaines, donc il faut vraiment que je ponde un truc. Et l'écriture prend quand même plusieurs jours, même quand je deviens efficace, à cause de cette approche de la deadline. Et après, une fois que c'est écrit et une fois que je tourne, là, ça part en mode. À partir du montage, c'est du full productivité. Genre, je suis jamais aussi productif qu'en montage. Même si c'est pas que j'aime plus ça. En plus, c'est vraiment juste que quand tu fais du montage, t'as pas trop à te poser de questions. Tu fais play et tu vois ce qu'il y a à faire, tu vois. Donc dès que tu sais pas quoi faire, tu fais play et tu vois la suite. Enfin la tâche suivante, quoi. Donc le montage, je fais des grosses journées. Mais j'ai aussi eu un background en montage, enfin en entreprise, où fallait, où il y avait un état d'esprit où on essayait d'être toujours plus efficace. On essayait de chercher des outils pour aller plus vite au montage et tout. Donc forcément, il y a aussi un truc où j'ai pris de très bonnes habitudes grâce à ça. Je comprends tellement ce point de vue, surtout tu parlais du montage. Alors moi, une fois que j'ai tourné mes vidéos, une fois qu'elles sont écrites et tournées, à chaque fois... Après je me dis, il y a encore le montage à faire. Et en fait je sais que j'ai toujours la flemme de me lancer dans le montage. Par contre, une fois que c'est lancé, je me rends compte, en fait j'adore ça. Et puis c'est parti pour des heures et des heures et des heures sans s'arrêter. Carrément, mais tu vois moins le temps passer, je crois, au montage. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc, un peu plus de jeu dans le montage, alors qu'à l'écriture tu te prends la tête, quoi. Vraiment, tu relis et tu te trouves ça pas bien. Et tu te reposes la question de, est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire... est-ce que je le traite bien ce sujet? Est-ce que je sais assez de choses pour en parler? Ou est-ce que je l'ai bien... Est-ce que la vidéo démarre bien? Et l'écriture, je peux vraiment reprendre à zéro plein de fois. Il y a des vidéos que j'ai écrites en entier que j'ai jamais faites parce que j'y croyais plus. Alors que le montage, une fois que c'est tourné, en fait, c'est bon, t'as fait le plus dur, quoi. Il y a un truc où t'as plus qu'à appliquer maintenant. Et, aussi, moi je voulais te remercier parce que je vois qu'il y a 10 mois, t'as sorti une vidéo sur Star Wars 8 et je suis très content d'avoir le même ressenti, le même sentiment que toi sur Star Wars 8 parce que personnellement c'est un Star Wars que j'aime énormément. Alors, cool. Autant le 7, il est pour moi fade, autant le 9 pour moi il est catastrophique, autant le 8 je me dis,
pour moi, il fait partie des meilleurs Star Wars. Et j'ai beaucoup aimé ton analyse que tu as apportée justement à ce niveau-là dans ta vidéo. Trop cool, je suis content parce que ça a créé débat. Et en vrai, je comprends que ça a apporté un débat parce que je suis tombé sur une super chaîne YouTube, j'aurais pu te donner le nom, qui genre c'est un fan de Star Wars et il décortique un peu tous les Star Wars et tout. Et je suis tombé dessus récemment là et ça m'a remis complètement en question. Je me suis dit, ah non, c'est vrai que le 8 c'est peut-être pas si fou et tout. Parce qu'effectivement les premières trilogies sont quand même folles d'idées et de ce qu'il essayait de faire, tu vois. Mais en même temps, le 8 il a pas été aidé parce que le 7 tu vois, il devait faire avec ce qui avait été lancé dans le 7, quoi. Donc en sachant, en fait c'est pour ça que j'ai dit genre c'est le meilleur de la post-logie pour moi. Enfin, je pense que c'est pas trop compliqué. Là-dessus, ça va pas, tu vois, déranger trop de gens. Maintenant, voilà, tout le monde va te dire que la post-logie c'est nul à chier. Et juste, je trouvais plus intéressant que ce que les gens ne lui accordaient. Et donc, je suis content qu'on tombe d'accord parce que il y a des idées, il y a des subversions, il y a des messages, il y a des constructions de personnages avec des arcs et tout. Donc, c'est un film qui fonctionne, quoi. C'est vrai que la communauté Star Wars aussi, elle est très compliquée, on va dire. Et j'avais fait aussi une vidéo sur la thématique de l'échec dans Star Wars épisode 8, justement. Et je disais juste, venez, on discute juste de la thématique, on parle pas des qualités du film, etc. Et ça a été plutôt bien reçu, mais il n'empêche qu'il y a des gens qui ont débarqué. Oh, c'est de la merde. Enfin, voilà. On peut, si vous voulez, voilà, mais il n'y a pas de souci. Non, mais ils sont passionnés, ils ont ça à cœur, quoi. Star Wars, c'est quelque chose d'important. Je peux comprendre. Mais c'est vrai que, tu vois, j'aime cet état d'esprit de venez, on parle juste de ce que ça dit et comment c'est dit. Et enfin voilà, et comment est-ce que cette thématique est représentée, je trouve ça quand même plus intéressant que de dire non, c'est de la merde ou non, c'est génial, c'est un chef-d'œuvre. Moi j'aime beaucoup parler de la nuance justement sur ma chaîne YouTube où j'essaie de dire on a le droit, il y a des films que j'aime pas du tout mais que j'ai trouvé hyper intéressant à analyser. Il y a par exemple, je vais prendre un exemple au hasard, Kubrick, j'ai beaucoup de peine avec son cinéma, j'ai pas de plaisir à regarder des films de Kubrick, par contre je trouve tellement de choses intéressantes à analyser à l'intérieur que je peux quand même en faire. Ouais, par exemple, en vrai, genre rien que sur Kubrick, je peux, par exemple, quand j'ai vu Barry Lyndon, j'étais en mode j'ai baillé plus d'une fois, tu vois, et pourtant je comprends que ça soit incroyable, genre c'est un voyage épique et tout, tu vois, c'est très stylé, c'est bien réalisé, etc. Mais je sais pas, je me suis fait chier. Mais effectivement, il y aurait plein de trucs à décortiquer. En fait, c'est toujours ça, c'est la différence entre le moment que tu passes quand tu regardes le film et ton envie de comprendre et ta curiosité intellectuelle un petit peu qui cherche à aller à l'essence du truc. Et toi, depuis que tu as fait ton segment pour les lettres de l'angoisse, est-ce que tu as fait d'autres courts-métrages? Ça t'a donné envie de poursuivre à faire d'autres courts-métrages? Ouais, alors ça m'a... non, j'en ai pas refait, pardon. Mais oui, ça m'a beaucoup donné envie. Mais en fait, c'est un peu toujours... En fait, là où je suis vraiment très reconnaissant d'avoir pu faire partie de ce projet, c'est que ça m'a donné un cadre pour faire quelque chose, quel que soit, tu vois, le résultat. Il y avait un moment où il fallait que je tourne et il fallait que je finisse le truc. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup aidé aussi en école de ciné, où on a dû faire pas mal de rendus, tu vois, de courts-métrages, d'exercices. Parfois, on devait pas forcément le prendre au sérieux, juste faire un truc, tu vois. Enfin, tu mets les enjeux où tu veux un petit peu quand t'as ce genre de cadre, mais au moins tu fais quelque chose. J'aimerais beaucoup maintenant me relancer dans un court-métrage. De toute façon, c'est le but. Moi, la fiction, c'est mon objectif. Mais il y a toujours ce truc de est-ce que j'ai l'idée qui vaut le coup de mobiliser du budget, du matériel, des gens. Je l'ai vite fait mentionner tout à l'heure, mais j'ai eu une expérience un petit peu décevante sur un des derniers gros courts-métrages que j'ai fait, qui était en école de ciné, qui était mon film de fin d'études. Et là, pour le coup, j'avais vraiment mobilisé beaucoup parce que je voulais frapper fort. C'était mon film de fin d'études, alors fallait que ce soit ma carte de visite, tu vois. Sauf que je l'ai écrit moi-même et je l'ai écrit sans trop m'être penché sur comment est-ce qu'on écrit une histoire réussie et touchante et tout. Donc on avait une image de fou, des comédiens très bons et tout, mais les dialogues étaient un peu... Enfin, tu vois, genre, quand je le regarde avec du recul, je trouve ça très adolescent, alors que j'ai dépensé pas mal d'argent dedans et qu'il y a beaucoup de gens qui se sont donnés. Et ça me rend triste et j'ai pas envie de refaire ça. Et donc maintenant, je suis vraiment concentré sur l'écriture
pour justement avoir ce truc où je me dis ok c'est ça y est je l'ai, celui-là je veux vraiment demander, je suis prêt à demander à des gens de se donner, tu vois, et je suis prêt à le défendre et à faire en sorte qu'il existe. Il y a un truc à prendre de la vie, je pense, avant d'être intéressant, tu vois. Oui, je sais pas comment dire, mais je pense que faut vivre un peu avant d'avoir quelque chose à proposer, et faut s'exercer aussi beaucoup. Je pense il y a une époque où vraiment je croyais au talent, et maintenant je crois beaucoup plus au travail, tu vois. Il y a beaucoup plus ce truc je crois qu'il faut vraiment faire beaucoup de choses avant d'en avoir une qui vaut vraiment le coup, et donc je suis bien dans ce process là, j'aime bien explorer, et je suis pressé sans me presser, tu vois, d'avoir ce scénario et de dire ok c'est parti, let's go, on va tourner, on va préparer ça, on va faire ça bien, donc ça viendra. Ouais, comme tu disais, continue. Plutôt tu disais faut faire des choses, et c'est le plus important, c'est ça en fait. Je trouve que c'est expérimenter, tester des choses, écrire, vivre des expériences aussi, et puis tout peut nous nourrir pour qu'on puisse nourrir une œuvre au final. Ouais, complètement. Bah tu vois, la chaîne YouTube me sert aussi un petit peu à désacraliser le process de tournage et de montage et tout, et d'être beaucoup plus même à l'écriture, parce qu'au final il y a beaucoup de moments dans mes vidéos où ça semble très parlé, où c'est un truc qu'on n'écrirait pas comme ça. Et dans mon script, c'est écrit comme ça, tu vois. Il y a ce truc où j'apprends à écrire un langage parlé grâce aux vidéos YouTube. Donc c'est un exercice qui va me servir forcément à l'écriture de scénario. Et puis même parfois quand je fais une vidéo qui sort un peu du moule, enfin qui sort du tournage à la maison et tout, d'un coup il va y avoir d'autres façons tu vas chercher plus un cadre, tu vas chercher à créer un rythme, à avoir une petite séquence épique et tout, et ça te remet un peu dans le bain. C'est quand même très différent de la fiction, ça reste du vlog ou quoi, mais c'est bien, je trouve, d'avoir ce jeu là, de garder ce petit jeu là, et de se garder les moments où tu sors les gros moyens pour un truc qui vaut vraiment le coup et qui a du sens, quoi. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour cette belle interview. Parce qu'on merci à toi. Plein de choses vraiment passionnantes. On a pu parler de ton segment, de l'IA. Je t'ai emmené sur ce chemin, désolé. Ouais, c'était très intéressant. Et puis, je pense qu'on va pouvoir dire au revoir à nos auditeurs et auditrices qui nous écouteraient en vidéo. Merci beaucoup, et puis bonne création. Merci. J'aurais fait ça, c'est très bien. J'aime beaucoup ce mot de la fin.